C'était pas si évident que ça au début. Lemlist a fait une première tentative de transition de modèle ratée. Moi, j'ai vraiment cette croyance qu'il faut ramener beaucoup d'expertise métier dans le marketing et que quand tu adresses un persona, il faut de l'expertise au métier de ce persona dans ton équipe. Sinon, ce que tu fais, ce sera jamais 100% on point et pertinent. L'influence, typiquement, c'est plus difficile quand même à traquer que l'acquisition. Si j'ai un mois, je préfère que 80% de ce temps soit utilisé à lancer des choses et 20% à traquer que 50% à me faire un modèle parfait pour savoir exactement ce qui fonctionne. Ce qui compte, c'est de lancer des choses et de tester. Salut Domiti, très heureux de t'accueillir pour ce 5e épisode du podcast Unlock'em. Tu vas bien ? Salut, très bien. Et toi ? Ouais, ça va très très bien. Je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique que j'ai découvert il y a très peu de temps, ou en tout cas un sujet qui pop de plus en plus, que ce soit sur LinkedIn ou sur la communauté, on en parle. On va parler un petit peu du pivot des boîtes SaaS qui passent d'une approche PLG, donc Product-Led Growth, à une approche hybride vers le Sales-Led Growth. Mais avant de parler de ce sujet, de commencer à entrer dans la thématique, que tu nous expliques un peu ce que tu fais chez Lemlist sur tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter un petit peu comment tu es arrivé chez Lemlist et ce que tu fais aujourd'hui ? Déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Plaisir. Donc, Domiti, 36 ans, dans le marketing B2B tech depuis maintenant 12 ans. Avant Lemlist, uniquement pour des boîtes 100% sales-led. Lemlist, en fait, c'est la première boîte où j'ai justement cette double motion à la fois PLG et sales-led. Je suis arrivée chez Lemlist il y a 1 an et demi, donc on va sans doute commencer par parler des débuts de Lemlist. Je n'étais pas là, disclaimer, mais j'ai des infos de sources sûres depuis Guillaume Moubèche, donc je devrais avoir des trucs pas trop inintéressants à raconter quand même sur les débuts de Lemlist. Et voilà. Peut-être que tu veux que je prenne Lemlist rapido pour ceux qui connaissent pas. Je pense que ce qu'on peut faire pour commencer directement, c'est que tu nous parles un petit peu de Lemlist. Ouais. Et ça va permettre d'introduire un petit peu déjà le rapport au PLG. Alors, on va beaucoup utiliser le terme de PLG, de SLG, mais voilà, de ce rapport au Product-Led Growth chez Lemlist. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, carrément. D'ailleurs, toi, tu parles beaucoup de PLG, mais moi, j'aime bien parler aussi de self-served parce que je trouve que le PLG, c'est une forme finalement de self-served, mais tous les self-served ne sont pas PLG. Enfin, voilà, c'est important de le dire parce que PLG pour moi, c'est vraiment quand ton produit se suffit presque à lui-même pour se vendre, tu vois, genre un Dropbox ou des choses comme ça. Lemlist, il y a eu une motion PLG, mais quand on parle des débuts de Lemlist, moi, je préfère parler de self-served, le fait que Lemlist se vendait sans équipe commerciale, quoi. Voilà. Ok, hyper intéressant. Et donc, du coup, si on se concentre un petit peu sur la manière dont Lemlist a historiquement bâti un petit peu son succès sur cette approche self-serve. Alors, déjà, si tu veux, je commence par rappeler ce que c'est que Lemlist. Et après, comme ça, on peut retourner en arrière et à la genèse de Lemlist. Donc, Lemlist, aujourd'hui, c'est une plateforme de sales engagement qui permet aux équipes commerciales de réussir leur prospection et d'atteindre leurs objectifs de quota outbound. Donc, en général, quand on parle d'outbound, on parle de tout un workflow. En tout cas, avec Lemlist, c'est un workflow assez complet. C'est trouver des prospects qualifiés, trouver les informations de contact, les contacter sur tous les canaux où ils vont être disponibles, évidemment email, mais aussi LinkedIn, téléphone, WhatsApp. Et tout ça intégré avec le CRM, qui est quand même l'outil numéro 1 des équipes commerciales, notamment HubSpot et Salesforce. Donc ça, c'est Lemlist, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et à sa jeunesse, Lemlist n'était pas aussi complet et on va en parler. Tu me permets de raconter une petite nouvelle chaude du moment. Lemlist vient de racheter une boîte très très cool qui s'appelle Clap et qui est en fait une plateforme de sales intelligence qui vient compléter la value propre de Lemlist. Et d'ailleurs, ça s'inscrit totalement dans ce mouvement stratégique d'aller vers du sales-led. Clap, c'est une plateforme qui permet après finalement l'obtention du rendez-vous qualifié, qu'est-ce que permet d'obtenir Lemlist, d'enregistrer les discussions des commerciaux, de faire de la transcription IA, d'obtenir des insights super quali et de remplir le CRM. C'est hyper intéressant. Et alors du coup, je rebondis quand même sur ça. Quand tu dis que c'est un peu une extension, ce rachat, il s'aligne un petit peu avec cette extension d'aller plutôt vers du sales-led. En fait, qu'est-ce que tu entends par là ? En fait, je parle plus de l'extension au niveau de la value propre. Okay. Ça vient rajouter des briques qui sont complémentaires à Lemlist à court terme. Okay. Et à long terme, c'est beaucoup plus puissant que ça. Clap, ça rentre dans une vision que Lemlist porte depuis quelques temps, qui est de changer un peu le paysage de la prospection commerciale, d'arrêter la prospection qu'on appelle spray and pray, c'est la prospection un peu bête et méchante, qui pouvait marcher à une époque. Tu fais du volume, il y a un pourcentage de ce volume qui va convertir en meeting qualifié, et ça
suffit. Le problème, c'est que tout le monde s'est mis à faire ça. On a tous marre de recevoir des emails pas du tout pertinents au mauvais moment. Plus personne ne répond. Et nous, on pense qu'il y a une autre façon de faire de la prospection et qu'on peut toujours faire du business avec de l'outbound. Et Clap vient nourrir cette idée. C'est notamment de se dire que il suffit en fait d'aller contacter les prospects au moment où ils ont besoin d'être contactés. Et ça, c'est encore un autre sujet, mais Clap permet notamment d'obtenir cette intelligence, puisqu'il y a beaucoup d'intelligence qui provient des discussions que les sales ont avec leurs prospects et qui souvent est perdue parce que le sales va pas remplir son CRM, parce que le sales va partir dans l'entreprise. Et en fait, ça, c'est des infos super importantes d'un point de vue business. Comprendre pourquoi un prospect n'a pas signé, quelle feature il lui manquait, est-ce qu'il avait un problème de budget. Ça permet derrière de relancer le prospect au moment opportun, peut-être quelques mois après, plutôt qu'à chaque fois repartir à zéro sur son TAM. Donc voilà, ça faisait vraiment partie de cette vision. Et ce qui est rigolo, c'est que Clap, ils ont un peu la même histoire que Lemlist, même s'ils sont beaucoup plus petits et plus jeunes. Ils sont eux aussi, ils ont commencé avec du self-serve et du PLG, 100%. Et puis, ils ont fait un pivot vers la cible commerciale, les sales, et ils sont passés sur un modèle sales-led, et assez récemment. Donc voilà, on a un peu cet effet, cette histoire un peu miroir entre nos deux entreprises. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que du coup, c'était aussi l'une des motivations pour cet épisode, c'est que j'ai l'impression que l'histoire que toi tu racontes pour Lemlist et pour Clap, en fait, c'est une histoire qui commence en tout cas que j'entends, où il y a de plus en plus de discussions qui arrivent sur le marché, des CMO ou d'autres membres de la communauté qui se demandent, ou en fait qui ressentent le besoin de faire ce pivot, ou en tout cas d'avoir une approche un peu plus hybride. Et toi, c'est un truc que tu vois aussi dans tes échanges? En fait, c'est un move quand même assez classique dans la tech de passer d'un modèle self-serve à un modèle sales-led. Et en général, ça vient avec le fait d'aller un peu plus up-market. On peut tout de suite parler des raisons en général et côté Lemlist aussi. En général, tu le fais, back to basics, à la SWOT que tu fais en cours marketing. Qu'est-ce que tu regardes dans ta SWOT? Tu regardes tes faiblesses, mais tu regardes aussi les opportunités marché. Lemlist et la plupart des boîtes en général, au bout d'un moment, leur modèle, il peut s'essouffler parce qu'il y a une faiblesse qui va arriver sur un modèle assez bas de marché et self-served. Ça peut être le churn, la rétention. C'est un problème parce que si tu as un panier percé, ta croissance elle est à risque. Et pour les boîtes qui veulent avoir une valorisation intéressante, et notamment les boîtes VC-backed, c'est un problème aussi parce que la valo, qui en général est un multiple de ton ARR, elle va être diminuée si tu as un gros churn. Nous, Lemlist, on est bootstrap, donc c'était pas tellement un sujet de valorisation, mais c'était vraiment un objectif d'aller chercher une croissance un peu plus pérenne. Et en général, quand tu as du churn, tu as deux raisons. C'est soit ton produit, il va pas, quoi. Okay. Soit ça a un problème, finalement, ton produit peut être très bien, mais c'est un problème de cible. Évidemment, chez Lemlist, on s'est posé la question. Aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte qu'on a fait le bon pari de se dire que le produit, c'était pas un problème en soi, et que le problème, c'est qu'on avait une cible qui était à risque, puisque la cible initiale de Lemlist, c'était les solopreneurs, les founders, les petites boîtes, qui par essence sont des boîtes à risque, parce que parfois, et souvent, ils n'ont pas leur product market fit. Et d'ailleurs, la plupart vont utiliser l'outbound pour aller chercher, ou en tout cas valider ce PMF. Et du coup, parfois, tout simplement, ça marche pas, quoi. Et ça n'a rien à voir avec la solution de prospection qu'ils utilisent. C'est juste que peut-être qu'ils n'ont pas le bon produit, la bonne audience, peut-être pas les bons sales pour vendre, etc. Des raisons, il y en a énormément au début d'une vie d'une boîte, malheureusement. Et donc, on s'est rendu compte que peut-être en allant chercher des boîtes un peu plus matures, et donc dans ces boîtes matures, c'est plus le founder qui vend, c'est un autre persona, ce sont les équipes commerciales, on allait avoir un peu plus d'usage et de stickiness sur le produit. Et au-delà de ça, aussi plus de croissance, parce que c'est des boîtes qui, du coup, tu peux grandir avec elles plus facilement, quoi. Donc ça, c'était quand même la première raison. Et en général, c'est souvent la principale raison, je pense, qui pousse les boîtes à passer d'un modèle self-serve et aller un peu plus up-market avec des sales. Il y a aussi des opportunités marché que tu peux voir. C'est pas juste te dire on a un problème, c'est aussi de te dire en fait on pense qu'il y a un truc énorme à aller chercher et c'est super excitant, et c'est ce qui s'est passé avec Lemlist où on s'est rendu compte qu'il y avait un marché finalement qui n'était pas très bien adressé dans la partie sales engagement, qui était un peu le milieu du marché. Tu as les géants américains qui ont levé des centaines de millions d'euros qui aujourd'hui vont se focus sur la partie enterprise, puis après tu as plein de tools bas du marché qui vont faire beaucoup de prospection en mass emailing, qui vont effectivement continuer à adresser l'historique
le persona historique de l'Emlist, et finalement pas grand monde qui va très bien adresser le milieu du marché, ce qu'on appelle le mid-market, avec des plateformes qui sont faciles à utiliser et efficaces, et qui va répondre à leurs besoins avec un packaging, avec le bon packaging de features, le bon pricing aussi, ça c'est important de le mentionner. Et du coup on s'est dit, en fait, faut qu'on y aille. Et je crois qu'ils s'en sont rendus compte, j'étais même pas encore là, mais parce que par hasard, ils se retrouvaient sur des deals où ils étaient en face d'Outreach ou Salesloft, et ils les gagnaient alors que c'était pas du tout l'objectif. Et ils se sont dit, attends, si même sans le faire exprès, entre guillemets, on réussit à prendre des parts à Outreach et Salesloft, c'est sans doute qu'il y a une opportunité. Okay. Et donc ce churn et cette opportunité marché, c'est ça qui a motivé l'Emlist à faire du coup cette transition de self-serve à sales-led et d'aller du coup ce nouvel ICP. Ok, alors, hyper intéressant. Alors, j'ai plein de questions. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Déjà, alors, la première question que je me pose, moi j'aime bien faire ça, cet exercice d'essayer de transposer un peu tout ce que tu as raconté là dans une période. Ouais. En fait, donc l'Emlist, ça fait déjà quelques années que ça existe. Pendant longtemps, du coup, il y avait cette approche très self-serve. Quand est-ce qu'il y a eu ce déclic? Donc c'était quand tu n'étais pas là, mais en termes de périodicité, est-ce que ça se reporte à il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, il y a 3 ans, enfin, et en fait, ce déclic, comment il s'est opéré en termes de temps, comment ça s'est foutu? Parce que là, quand je me projette, on a l'impression, c'est tellement facile quand évident. Tu dis que c'est évident. Ouais. C'est facile de regarder en arrière et de dire c'est ça qu'il fallait faire. Et est-ce que tu peux me donner un peu, je sais pas, justement, entre le moment où il y a eu cette prise de conscience, c'est peut-être vers là-bas qu'il faut aller, quand est-ce que c'était et quels ont été les grands jalons qui nous amènent aujourd'hui au résultat que tu es capable de présenter? Encore une fois, c'est une période que j'ai pas vécue, donc je peux te dire ce que j'ai entendu, essayer de le retranscrire de la façon la plus correcte possible. C'était pas si évident que ça, évidemment, au début. Ce que je sais, c'est que l'Emlist a fait une première tentative de transition de modèle ratée. Okay. Guillaume, qui était le premier founder, a raconté tous ses déboires, ses réussites, mais aussi ses échecs à tout le monde, l'a déjà raconté dans plein de podcasts, mais je crois que c'était autour de 2020 où l'Emlist a essayé d'opérer cette transition, et c'était la première fois que l'Emlist recrutait des commerciaux, des sales, et ça n'a pas du tout marché. Les sales sont partis et on est resté sur un modèle self-serve pendant encore quelques temps. Je pense, de ce que j'ai compris, qu'il y avait un peu un manque de maturité, et qu'en fait, aller up market, ça peut parfois être tentant de se dire on va recruter des sales, on va vendre plus cher, on va faire plus d'argent et on aura moins de churn. Mais c'est plus compliqué que ça. Et ça demande une certaine maturité d'entreprise, maturité data et ops, maturité opérationnelle et sales aussi. C'est quand même un métier, en fait, de faire du sales. Et je pense qu'à cette époque-là, il y avait pas tout ça. Je pense que l'Emlist, c'est une boîte de son côté bootstrap, qui allait très vite depuis le début et qui... justement, on n'a pas voulu construire une énorme usine à gaz dès le début, notamment dans ses ops, l'attribution. C'est hyper positif parce que ça permet d'aller très vite, mais c'est sûr que ça a aussi des limites. Quand tu veux recruter des sales, tu es obligé quand même de suivre ton funnel, de voir la productivité de ce funnel, de dissocier la partie self-served et sales-led. Il faut implémenter un CRM. Si tu l'as jamais fait et que tu n'as pas les bonnes personnes pour le faire, c'est compliqué. Et surtout, sales, c'est quand même un métier. Et je pense qu'à l'époque, il y avait des personnes assez juniors en dehors de Guillaume, qui était un peu la seule personne senior. Et c'est compliqué de changer de modèle totalement avec sans recrue un peu plus senior. Et finalement, tu regardes, mais la seconde tentative réussite du coup qui s'est opérée, je crois, autour de 2023, elle est quand même concomitante avec l'arrivée de pas mal de personnes seniors dans la boîte, à commencer par déjà un nouveau CEO, Charles. Donc Guillaume, il a eu quand même ce courage que parfois peu de fondeurs ont, de se dire je vais aller chercher un leader, une deuxième tête pensante pour l'Emlist, qui va apporter une expérience que j'ai pas forcément. Et tu vois, Charles, qui avait déjà vécu de la croissance sales-led dans des boîtes comme Botify ou Scalo, qui apportait du coup aussi une vision un peu différente, et qui a repris l'opérationnel. Guillaume est toujours hyper présent sur la strat, la vision de la boîte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Charles qui a repris l'opérationnel. Et tout ça, ça a été après un jeu de domino, tu vois,
et on a commencé à se renforcer en data. Il y a aussi Yann qui est arrivé, qui est un leader sales de HubSpot, qui est quand même une des meilleures écoles de vente que tu as dans le SaaS, et qui a construit du coup, pour le coup, l'équipe de vente avec les bonnes pratiques. Quand tu l'as pas fait, tu vois, tu sais pas, est-ce que je dois prendre des sales full stack? Est-ce qu'il faut que je différencie une sales AE? Enfin, c'est quoi un SQL? Ça paraît bête, mais c'est hyper important en fait quand tu changes de modèle. Et donc Yann, il a apporté tout ça et il a construit toute cette machine sales hyper efficiente. Et puis 2024, l'arrivée aussi d'un nouveau CPO, Maël, qui a aussi apporté une vision produit, qui a permis de construire un produit qui répondait aux attentes de notre nouvelle cible. Parce que c'est une chose de dire, je vais aller chercher un autre ICP, un nouveau persona. Tu construis du coup aussi un produit qui doit répondre à cette cible qui a des attentes complètement différentes de ton ancien persona. Il faut être capable d'y répondre et on va y revenir, mais c'est un challenge énorme au niveau produit et je pense que Maël, il avait cette seniorité qui nous a permis d'aller très très vite et aujourd'hui on a des personnes qui utilisent Lemlist et qui l'ont pas fait depuis 1 an et demi et qui disent mais c'est incroyable, la plateforme elle a tellement changé, donc voilà, et puis mon arrivée évidemment aussi en septembre 2024, donc il y a 1 an et demi, pour que le marketing puisse accompagner tout ce nouveau cette nouvelle strate avec un GTM qui est quand même très différent. Et donc, alors du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même le point de départ, il est très humain. C'est-à-dire, en fait, de se dire que sur un pivot comme celui-ci, on pourrait très bien se dire... alors, je sais pas si le terme pivot est bon, d'ailleurs, mais enfin, sur ce changement d'axe, en fait, très impacté par le fait d'avoir le bon niveau de seniorité des personnes qui l'ont déjà vécu. Ouais. Et c'est ce qui avait manqué, du coup, en 2020. Plutôt que de se dire que c'est qu'un sujet soit produit ou un sujet que stack, outil, data, comme on a tous... parfois un peu trop tendance à faire. Moi, la question que je me pose, c'est que là, on a parlé du coup un petit peu impact côté sales, côté produit, peut-être qu'on en reparlera un petit peu après, mais concrètement, toi, quand tu as pris ton poste, l'objectif du coup, c'était d'accompagner cette nouvelle approche. C'est quoi un petit peu, toi, les premières choses que tu as mises en place ou les premiers réflexes que tu as voulu implémenter, en sachant que tu avais une expérience qui est très orientée plutôt sales-led que self-serve. Tu peux revenir un petit peu sur ce qui s'est passé au début? Ouais, donc ta question, c'est comment le marketing accompagne cette transition et Ouais, en fait, comment tu l'as accompagné au départ? Parce que je pense que je pense que ce qui à différencier, il y a peut-être comment ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu as fait un petit peu les premiers mois dans les attentes un peu fortes et peut-être que tu as ramené directement de tes expériences précédentes, parce que tu savais que c'était les bonnes choses à faire, parce que tu avais déjà eu l'expérience. Et quelles sont les premières choses que tu as mis en place dans ce cas de figure? Ouais, en fait, quand tu passes d'un modèle self-serve à un modèle sales-led, il y a plusieurs choses qui changent dans ton marketing. Les 3 sont liés. Tu as tes objectifs en tant qu'équipe, tes canaux et tes leviers, et du coup tes people. Et tout ça est évidemment lié. Avant peut-être que je te parle de ce que j'ai essayé de changer, on peut peut-être commencer par parler de la situation entre guillemets initiale et la jeunesse de Lemlist, parce que c'est important, je pense, de comprendre d'où on partait entre guillemets pour comprendre ce que j'ai changé, parce qu'évidemment c'est toute une entreprise qui se met au diapason et qui va faire en sorte de changer tout ça. Lemlist, ce qui a fait son succès au tout début, à l'époque Guillaume Moubèche, même s'il était accompagné, mais c'est vrai que c'était beaucoup porté par lui quand même au début. On pourra en revenir parce que je pense qu'il y a un playbook et c'est ça dont je vais te parler maintenant, mais en dehors du playbook, je pense qu'il y a quand même un état d'esprit très particulier chez Guillaume qui est pour beaucoup presque plus que le playbook dans le succès de Lemlist. Mais si on revient sur le playbook initial, qu'est-ce qui a fait le succès de Lemlist ? À son époque où Lemlist ciblait les solopreneurs, les fondateurs, les petites boîtes, c'était pour le coup du PLG, donc du Product-Led Growth, et des canaux marketing bien spécifiques. Sur le Product-Led Growth, c'était vraiment le fait que la plateforme avait un côté un petit peu viral dans ce qu'elle proposait, notamment tous les dashs de Lemlist qui étaient assez uniques à l'époque. Si tu regardes un peu ce que faisaient les Salesforce ou les Outreach à l'époque, c'était beaucoup plus classique, et Lemlist proposait des dashs beaucoup plus colorés. On parlait tout à l'heure des emojis qu'il y avait dans Lemlist, mais c'était très visuel, et du coup ça se partageait de manière beaucoup assez virale, notamment sur les réseaux. Donc il y avait la partie PLG,
Et après, le gros de l'acquisition venait quand même du marketing, et du marketing qui était incarné par Guillaume Moubèche. Et là, il y avait principalement 4 canaux qui ont fonctionné pour Guillaume et qui ont fait son succès. Qui sont tous plus ou moins liés. Le premier, c'était la communauté. Guillaume, c'était un des premiers à construire une communauté d'entrepreneurs hyper forte. Je crois que ça s'appelait la Lemlist Family. Et qu'il alimentait, lui, en premier, tous les jours, en partageant tout ce qu'il faisait, ce qui fonctionnait dans sa prospection, ce qui ne fonctionnait pas, des templates, voilà. Et petit à petit, les entrepreneurs ont pris le relais. Et puis, il se trouve que c'est aussi une population qui aime beaucoup partager, échanger. Donc, ça a très bien pris. Et ça a créé beaucoup de traction pour Lemlist. Et c'est vrai que la communauté, c'est un canal qui fonctionne assez bien sur des cibles presque prosumer finalement. Il y a eu LinkedIn. Guillaume, c'était aussi un des premiers à beaucoup prendre la parole sur LinkedIn. Alors ça se faisait pas mal aux US à l'époque, mais beaucoup moins en France. Et il a fait ce qu'on appelle du building public, où il partageait tout sur LinkedIn. Plus tard, sur YouTube aussi, où il a partagé voilà, tous ses learnings. Et ça a créé beaucoup de crédibilité sur le produit. Et ce qui faisait que quand il était dans les appels de prospection, les gens à la fin connaissaient Lemlist grâce à son contenu. Ça a créé aussi beaucoup d'éducation sur le marché et il a évangélisé sur sa vision de ce que devait être l'outbound, et ça lui permettait aussi de créer de l'attraction pour son propre produit. Et c'était aussi une des premières personnes à faire en sorte de créer beaucoup de contenu et d'être invité sur des contenus aussi. Donc Guillaume, au début, il a réussi à beaucoup de podcasts aux US, et puis petit à petit, ce sont ces podcasts qui sont venus le chercher, et donc il était partout. Et donc ça a créé aussi beaucoup de traction, et ça marchait très bien parce que il incarnait son propre persona, et il racontait lui-même comment il utilisait son propre produit. Et ça, je pense que c'était hyper puissant en fait. Et donc j'en reviens à quelques années après, on décide de passer en mode sales-led et de changer de cible et d'aller sur des boîtes un peu plus matures où c'est plus le founder qui vend, mais ce sont les équipes commerciales. Ouais. Et pourquoi je t'ai parlé de l'ancien playbook ? Parce que du coup, ça pose une question, parce que tu n'es plus sur le même persona, et donc on peut plus utiliser les mêmes ficelles. La communauté d'entrepreneurs, elle n'a plus vraiment, entre guillemets, de pertinence, parce que les sales, ils sont pas sur cette communauté. Et on n'a plus de Guillaume Moubèche dans l'équipe marketing pour incarner notre propre persona que sont les sales en fait. Et donc ça demande de repenser un petit peu ton modèle et tes canaux. En fait, je pense qu'il faut à la fois repenser ce que tu racontes, parce que ce qui intéressait les fondateurs d'entreprise ne va pas forcément intéresser les équipes commerciales. Il faut repenser le format. Les fondateurs, peut-être qu'ils adorent être sur des groupes Facebook et regarder des masterclass de 2 heures de Guillaume. Je suis pas sûre que les sales, et même je suis assez convaincue parce qu'on a testé, que les équipes commerciales passent 2 heures sur YouTube à regarder des vidéos. Au-delà de ce que tu racontes et du format, il faut aussi repenser la personne qui va incarner et qui va partager et distribuer ce contenu. Ça faisait énormément de sens que Guillaume le fasse parce qu'il incarnait son propre persona. Mais nous, on s'est retrouvés du coup au marketing. Comment tu fais ? T'es marketeur, tu t'adresses à des sales, toi t'es pas toute la journée au téléphone, t'es pas toute la journée à remplir tes champs dans HubSpot, tu connais pas leur galère, t'as pas la légitimité. Et donc ça pose des questions de comment tu fais pour réincarner tout ça. Et donc tout ce travail, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est des réflexions. On a essayé de leverage par exemple nos équipes commerciales parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas quand c'était l'équipe marketing qui prenait la parole pour parler à des sales de sujets sales. Tu vas aussi chercher des relais auprès des influenceurs. On essaie aussi de donner la parole à nos clients, pas de manière promotionnelle en mode voilà ce que j'arrive à faire avec Lemlist, mais plus voilà un hack d'outbound que je fais, je le documente à fond et je le partage à tous les sales. Et ça c'est un shift qui prend du temps en fait, de pouvoir parler à cette nouvelle cible. Et d'ailleurs là, la question que je me pose aussi, c'est effectivement ça c'est donc obligatoirement, ça prend du temps. On peut pas tout faire. Tu peux pas tout faire justement d'un seul coup. Dans ta situation à toi, la question qui se pose aussi, c'est comment tu fais pour construire le futur sans forcément faire table rase de ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que en fait, tu as du business de continuer à générer. Ouais. Si on se positionne par exemple uniquement sur la partie des canaux,
comment ça s'est opéré? Est-ce que tu t'es dit, OK, bah, il y a deux canaux historiques qui fonctionnent encore ou qui ont un bon Bien potentiel sûr. pour ce nouvel ICP, du coup, je vais aller sur 16. Enfin, comment ça s'est goupillé? Qu'est-ce que tu as fait concrètement sur cette partie? Alors, il y a 2 questions dans la question. La première, c'est, qu'est-ce que tu fais du passé et entre guillemets de l'ancien persona Ouais. et de ton ancienne business motion? Parce qu'en général, les boîtes, elles passent pas, du tout au tout et Ah d'ailleurs, bah, c'est c'est pas pas le du cas chez lundi les au lundi, ouais. ouais et même chez Lemlist, on a encore une grosse partie de notre revenu qui est encore, self-serve et sur le self-serve, c'est principalement notre ancien persona. On l'abandonne pas. Nous, on se dit juste que c'est aujourd'hui notre objectif, c'est de construire un produit qui va répondre aux besoins des équipes commerciales et d'avoir un GTM focus sur ce nouveau persona. Maintenant, par effet ricochet, on est persuadé que le produit, il est toujours utile à notre ancien persona. C'est juste qu'on va pas, on va mettre 85% de nos efforts, que ce soit en bande passante d'équipe ou en investissement, sur ce nouveau persona. Et sur l'ancien, on va essayer d'apporter plutôt de la productivité dans l'acquisition, par exemple, côté marketing, de se dire, on fait en sorte que ça tourne le mieux possible, que les personnes trouvent les bonnes informations tout seules, qu'elles puissent sign up tout seules, et derrière, sur la partie éducation et support aussi, qu'elle soit bien accompagnée, mais de manière un peu low touch. Donc, c'est un peu ce pari qu'on a fait pour garder un petit peu les deux, mais quand même avoir du focus sur la partie que nous, on appelle high value segment, ça veut dire le nouveau persona. Et sur les canaux, tout à l'heure, je te disais, ça change 3 choses, les objectifs, les canaux et les people. Je t'ai parlé du contenu et du fait qu'on on pouvait pas garder le même playbook qui avait fait le succès de Guillaume parce qu'il y avait une adaptation à faire sur la cible. Évidemment, il n'y a pas qu'un sujet content. Si on regarde les canaux au sens plus large, il y a plusieurs sujets. Nous, Lemlist, on a eu de la chance d'avoir la brand comme canal d'acquisition principal historiquement et encore aujourd'hui. Ça veut dire que plus de 50% de notre revenu provient de personnes qui vont venir chercher Lemlist, soit en self-serve, soit demander des démos pour les sales. Le truc quand tu passes en sales-led, c'est que c'est un peu moins vrai sur ta nouvelle cible parce que ton nouveau persona, soit il te connaît pas encore, soit il sait pas que tu l'adresses en fait. Parce que c'est normal, il faut le temps que le marché comprenne que tu es en train d'opérer un shift, que ton produit devient plus mature, etc. Et donc, le temps que ta marque, elle prenne le relais dans ton acquisition et que ton nouveau persona vienne de lui-même te chercher et ait confiance dans ta marque, il faut bien aller le chercher proactivement ce nouveau persona. Et donc, tu dois lancer des canaux qui vont te permettre de cibler ce nouveau persona. Et donc, en général, quand les boîtes vont up-market, elles lancent du paid et de l'outbound. Parce que c'est des canaux qui permettent de cibler un peu plus finement les prospects que tu vas aller chercher. Et d'ailleurs, je trouve que la bande permet de le faire même encore mieux que le paid. Mais le paid, nous, on a lancé pas mal de choses qui ont très très bien fonctionné pour aller chercher rapidement des prospects qui correspondaient à notre nouveau persona. Donc, notamment du paid ad, hein, donc SEA, LinkedIn Ads, qui aujourd'hui représentent quasiment 20% de notre acquisition, alors qu'il y a 1 an et demi, c'était 2%, quoi. Il n'y avait quasiment pas de budget investi sur les ads. Les partnerships, c'est passé par des agences ou par des influenceurs pour vendre ton produit. Et je te parlais de l'outbound, évidemment, hein, on fait de l'outbound quand même chez Lemlist. Alors, on n'en fait pas autant que nos clients, souvent, parce qu'on a la chance d'avoir quand même beaucoup d'inbound, mais on fait quand même de l'outbound et comme dit Guillaume, on essaie de eat our own dog food et c'est important parce que ça permet aussi de documenter justement les évolutions du produit, l'impact, etc. On va y revenir, mais moi j'ai vraiment cette croyance qu'il faut ramener beaucoup d'expertise métier dans le marketing et que quand tu adresses un persona, il faut de l'expertise métier de ce persona dans ton équipe. Sinon, ce que tu fais, ce sera jamais 100% on point et pertinent. Donc, on pourrait y revenir, mais ensuite, parce qu'on est en train de recruter justement un sales pour l'équipe marketing. Donc, tes canaux, ils changent, notamment le temps que ta marque, elle prenne le relais. Ton content, il change.
Et du coup, ça veut dire que tu dois, côté people, recruter des personnes qui vont maîtriser ces nouveaux canaux. Donc, par exemple, encore une fois, il y a 1 an et demi, on faisait pas d'influence, on faisait pas d'ads. Donc, tu dois recruter ces personnes qui ont cette connaissance métier. Ou alors après, tu peux prendre des prestats externes le temps de valider un petit peu la pérennité de ton acquisition. Mais en tout cas, tu es obligé d'aller chercher de l'expertise métier dans ton marketing sur des canaux que tu faisais pas avant. Et on parle beaucoup de ce qu'il faut rajouter et de ce qui change, mais il faut aussi accepter qu'il y a des choses qui Parce que n'ont plus forcément, lieu d'être. sinon tu te retrouves plus avec 3-4 canaux, t'en as 6 ou 7. Ouais. Et il faut faire des choix, il faut aider tes équipes aussi à se focus un petit peu. Et ça, c'est difficile, je trouve. T'es un peu schizophrène quand tu passes souvent du self-serve, de sales-led, et que tu changes de persona et que tu vas up-market. Il y a un peu parfois aussi nostalgie dans les équipes sur un peu l'ancien personnel, l'ancienne manière de faire. Et il faut réussir à créer de l'excitation autour de ta nouvelle audience. Créer aussi un petit peu d'éducation sur c'est quoi leurs besoins. Surtout que nous, jusqu'à pas longtemps, on n'avait pas de sales chez Lemlist. Donc, en fait, tu demandes à tes équipes de parler à une audience qu'elles connaît pas parce que historiquement elle l'adressait pas, et en plus c'est pas un métier qu'on avait chez Lemlist, et donc typiquement quand je suis arrivée, j'ai fait un choix qui était difficile, enfin pas pour moi, mais je pense que ça a brisé le cœur de pas mal de gens chez Lemlist. On a décidé de fermer la communauté Lemlist, Facebook Lemlist, parce que ça demandait énormément de travail. Je sais que tu es un expert de la communauté et tu le sais. À mon grand regret. Hein, c'est tout non, mais justement, j'allais te demander, en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est très logique dans la manière dont tu l'expliques, mais je me rappelle encore, je pense, il y a peut-être 1 an justement, quand j'ai appris que vous avez fermé la communauté. Et je me demandais le pourquoi du comment. Et là, je comprends la logique. Et est-ce que du coup, au moment où tu as fait ce choix-là, c'est pour un choix de focus, c'est pour un choix de... Bah oui, parce qu'une communauté, c'est énormément de travail, il faut l'animer. L'animer, ça veut dire quoi? Au-delà d'avoir quelqu'un qui répond aux questions, etc., il faut aussi proactivement poster du contenu. Ça veut dire que tu continues à produire du contenu qui est à destination des gens de ta communauté, et à savoir, à 90%, c'était des founders et des petites boîtes qui n'avaient pas... qui ne représentaient pas, finalement, les besoins de notre nouveau persona. Donc, c'est un défocus, en fait. Ça veut dire que tu dois continuer à produire du contenu à t'adresser à une audience qui n'est plus ton audience cible. Donc, ça marchait pas. Donc, il fallait prendre ce choix. Mais c'était difficile parce que c'était une des raisons du succès historique de Lemlist, et puis ça fonctionnait bien, et c'est super aussi de voir une communauté qui est hyper vivante, où les gens trouvent de la valeur. Mais bon, il y a un moment, en tant que boîte, il faut aussi penser à toi et à ton intérêt, et moi j'ai pensé aussi à mon équipe et à leur bande passante. Petite pause pour vous présenter Unlockem, notre plateforme de formation et communauté à destination des responsables et directeurs et directrices marketing B2B. Notre mission chez Unlockem, elle est ultra simple, c'est accompagner dans leur quotidien les leaders marketing sur toutes leurs problématiques business. Sur Unlockem, on donne accès à des formations qui sont créées par des pairs, donc par les membres de la communauté, sur des sujets stratégiques mais aussi de positionnement, toujours dans une optique d'offrir les meilleurs contenus sur les thématiques marketing. Unlockem donne aussi accès à des contenus, type des templates, des frameworks et des outils, vous pouvez télécharger et réutiliser directement pour votre entreprise. Unlockem, c'est aussi et surtout une communauté. On a plus de 100 membres qui sont issus des plus belles startups et scale-up de l'écosystème. Vous pouvez les voir en live lors de nos office hours. On en organise 3 à 4 fois par mois. On organise aussi des événements. Vous pouvez rencontrer vos pairs, faire du networking et enrichir votre réseau. Globalement, Unlockem, c'est une plateforme complète pensée pour vous accompagner quotidiennement et vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour surperformer dans votre travail. Si vous aussi vous avez envie de progresser, être accompagné dans votre carrière et rencontrer des membres qui ont les mêmes enjeux que vous, je vous invite à nous envoyer un message directement sur notre site web, via LinkedIn ou sous cette vidéo. On se fera un plaisir de vous appeler pour échanger ensemble, découvrir quels sont vos enjeux marketing et vous présenter comment fonctionne la plateforme. Je vous laisse reprendre la vidéo et puis je vous dis à très vite. Et je me pose une question là, que je n'avais pas identifiée avant, mais typiquement comment tu fais, parce que là on parle tu passes d'une approche à une autre. Et en fait, tout à l'heure, tu disais que ton nouvel ICP, il n'avait pas encore identifié, parce qu'en fait, ça prend du temps, d'identifier que le produit est adapté à eux, que vous êtes en train de faire des choses pour cette nouvelle audience. Complètement. Comment tu fais pour gérer, en tout cas, ou qu'est-ce que tu ne fais pas, pour gérer en fait, la potentielle insatisfaction de l'ancienne audience que tu adresses moins? Peut-être que le contenu que tu continues à diffuser, eux, ils vont continuer à le consommer, mais en fait, c'est plus trop adapté à leurs besoins. Vous avez eu des choses qui sont remontées de votre côté, ou ça s'est fait de manière... assez smooth et il n'y a pas eu de problématique? Globalement, ça s'est fait de manière assez smooth. Je pense pour 2 raisons. La première, c'est que Guillaume est toujours encore ultra actif sur les réseaux et il poste du contenu
hyper quali. Je sais pas si tu as vu sa nouvelle chaîne YouTube, notamment France, Ouais, si. où il a un peu changé le format de ses vidéos, mais il parle vraiment de sujets très importants pour les entrepreneurs, et il va dans le détail, il partage beaucoup de chiffres. Donc, finalement, le contenu à destination des entrepreneurs, on a de la chance, il est toujours là grâce à Guillaume quand même. Et deuxièmement, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qu'on raconte sur la prospection qui certes est à destination principalement des équipes commerciales, qui sert quand même les fondateurs. Ils vont peut-être pas avoir exactement le même usage, mais je pense que 70% des learnings qu'on partage aux équipes commerciales sont quand même intéressants pour les fondateurs. Quand on dit arrêtez de faire du cold call et faites du warm call, donc appelez une audience après avoir eu des touch points par email, par LinkedIn, vous êtes un petit peu intéressé ou alors avoir regardé un petit peu s'il y a des signaux d'intent, tout ce genre de choses, c'est des conseils qui sont 100% intéressants et utilisables par des entrepreneurs et des fondateurs. Donc voilà, je pense que ça a fait que ça n'a pas trop créé de frustration. Et c'est vrai qu'en fait, au moment où tu disais, je prenais conscience qu'en fait, il y a eu une double approche. Au moment où vous avez commencé ce pivot, en fait, Guillaume, lui, a continué à faire des choses qu'il faisait historiquement, mais peut-être sur d'autres canaux avec une approche un peu différente, et ce qui vous a permis, vous, en fait, plus simplement de pouvoir adresser cette nouvelle audience. Et en fait, après, dans la consommation du contenu, de toute manière, il n'y a pas de dualité, les gens, ils vont consommer ce dont ils ont besoin, donc ça, c'est peut-être pas trop ressenti. Hyper intéressant. Donc du coup, là, on a parlé du paid et de la outbound, il y a le partnership, il y a la partie influence, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure. La question que je me pose sur les canaux, et après j'aurai une question un peu plus sur les objectifs, mais sur les canaux, dans une approche comme ça, là c'est d'un point de vue un peu pratique, comment tu fais pour... est-ce que tu as une méthodologie pour lancer des nouvelles choses? Est-ce que tu dis, OK, là je vais tester pendant 70 jours et ensuite j'ai tel objectif et c'est ça que je vais aller chercher? Qu'est-ce qui fait que tu décides de kill telle approche vs une autre? Et notamment dans cette approche d'aller chercher quelque chose de nouveau, parce que la difficulté, ça peut être aussi de se dire on va tester des nouvelles choses, mais vu que c'est un nouvel ICP, en fait, les résultats qu'on va aller récupérer, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, modulo le fait que toi, tu l'as peut-être déjà fait pas mal avec du sales-led. Comment tu as fait, par exemple, si on prend l'exemple de l'influence ou peut-être du partnership, comment vous avez fait ces différents tests? Et qu'est-ce qui fait que tu te dis, OK, c'est un canal sur lequel tu as envie d'investir, VS un autre que tu aurais kické ou pas? Ouais, bah, c'est assez classique. Alors déjà, j'ai pas parlé d'un canal qui souvent ressort sur les move un peu market, parce que chez Lemlist, c'est pas le cas, mais dans mes précédentes boîtes, c'était un canal très important, c'est les events. Souvent, quand des boîtes vont up market, les events, que ce soit les events en propre, mais surtout les events tierces, typiquement avoir un boost sur un event qui va cibler ton persona, ça peut être des canaux, c'est souvent très cher, mais si c'est bien fait, tu peux avoir un très bon ROI derrière, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que ton commercial qui rencontre ton prospect dans la vraie vie. Donc voilà, donc, un autre exemple de canal qui n'existe pas quand tu as une cible prosumer et qui peut rentrer dans ton mix quand ça, vous le faites pas? Non, chez les Miss, on le fait pas. Pourquoi? Je pense que c'est un mix de plusieurs raisons, mais la principale, parce qu'on est quand même une boîte où on est une boîte bootstrap, où on n'a pas trop la culture de dépenser des centaines de milliers d'euros pour avoir un boost et un kakémono, tu vois. Mais au-delà de ça, je pense qu'on le ferait franchement si on pensait que ça valait vraiment le coup. Mais en fait, je pense que sur notre cible, sur le persona sales, et c'est peut-être parce que ce sont les sales qui vont sur les events, il y a finalement pas tant d'events que ça. Alors peut-être aux US, peut-être ça va changer, peut-être qu'on va commencer à avoir des approches un peu plus locales par certaines régions, tu vois. On pourrait peut-être aller sur Dreamforce, hacker un peu Dreamforce, mais si on le fait, ce sera pas avec un boost, un kakémono, je pense. Mais ouais, je pense que par exemple, moi qui venais de la Martech avant, en Europe et aux US encore plus, mais même en Europe, donc voilà, t'as énormément d'événements qui vont cibler les directeurs marketing, les directeurs e-commerce, et où quand t'es une boîte qui vend du SaaS pour cette cible-là, ça peut franchement être très rentable d'aller rencontrer ces prospects. C'est un peu moins le vrai pour des boîtes comme nous qui ciblent du sales mid-market. Donc voilà, c'est plus une question d'opportunité
marché. Et du coup, comment tu fais? Franchement, je pense qu'on n'a pas réinventé l'eau chaude. Parfois, je mélange les expressions, mais c'est ça, on n'a pas inventé l'eau Je peux chaude. pas t'aider parce que c'est si je me trompe toujours. Mais on va dire que c'est OK. On va dire que c'est OK. On va dire que c'est OK, ouais. En fait, quand même, quand tu te lances dans l'USLZ, tu es capable en général de faire un forecast. Et dans ton forecast, tu te dis, voilà, on veut que notre équipe sales elle ait tant de revenus à la fin de l'année. Et après, tu te dis comment on va y arriver. Il va y avoir une partie qui va venir de l'inbound, une partie de l'outbound. Et dans ton inbound, tu te dis, OK, aujourd'hui, naturellement, via la marque, on sait qu'on a X% ou en valeur de revenus qui vient de la marque. Donc, pour faire le gap restant, comment on fait? Et là, tu te fais un petit peu des hypothèses. On va tester un peu d'ads, un peu d'event, un peu d'outbound. Pour la partie outbound, tu donnes des objectifs. Et effectivement, comme tu dis, en général, nous, c'est des objectifs qu'on aime bien se mettre quand on lance un nouveau canal sur un trimestre. C'est pas mal pour un test. Je trouve qu'un mois, c'est beaucoup trop court parce que le temps que tu comprennes les mécanismes du canal, que tu testes quand même différents messaging, ce genre de choses. Pareil pour l'influence. Mine de rien, tu peux quand même avoir un impact en fonction du choix de tes influenceurs. Tu as des influenceurs avec qui ça va super bien fitter, puis d'autres pas du tout. Donc, 3 mois, c'est pas mal. Tu donnes un objectif chiffré et après surtout très vite tu compares les canaux entre eux. C'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir quand même la capacité et budgétaire et people de pouvoir tester plusieurs choses en même temps. J'entends parfois des boîtes qui disent oui, chaque chose en son temps, pas de défocus et tout, mais en fait si tu testes un seul truc à la fois, à un moment tu vas pas avoir de point de comparaison et ça tu l'as dit très justement. C'est sûr que c'est quand même plus intéressant si tu te dis on va tester je sais pas SEA, event et outbound, et tu regardes un petit peu, et ça te permet quand même de comparer la rentabilité de tes canaux, la qualité aussi des leads que ça t'apporte. T'as la partie quanti, t'as la partie quali. C'est hyper important de parler à tes sales, et ils vont te dire, ah ouais, au début, c'était hyper excitant d'avoir les sales qui venaient nous voir au benchmarking ou sur Slack et dire, oh là là, je sors d'une démo, c'est le plus beau logo avec qui j'ai jamais parlé, et ils venaient d'une ad, ou ils venaient, tu vois. Et ça aussi, c'est des signaux super intéressants, parce que parfois, t'atteins peut-être pas exactement tes objectifs chiffrés, par contre, tu te rends compte que t'arrives à aller chercher des logos que tu pourrais pas avoir autrement en fait, et tu deviens un peu plus maître de ton destin. Et ça au début c'est super important parce qu'après c'est l'effet boule de neige aussi. C'est parce que tu as eu un premier super logo que tu vas commencer aussi à pouvoir raconter cette histoire, amener un peu plus de crédibilité à ta marque, les fameuses success stories. Moi, quand je suis arrivée, c'est vrai qu'on avait un sujet sur la partie success story du site, c'était que des founders ou des petites agences. Et donc, c'est pas hyper rassurant pour un leader sales. Et donc là, petit à petit, on essayait de construire des success stories avec des utilisateurs qui ressemblent plus à notre nouveau persona. Ok. Là, la question que je me pose, c'est dans cette... Ah non, j'en ai une autre. Pardon. Excuse-moi. Donc, ok, hyper clair sur la manière dont tu testes, hyper clair sur la manière dont tu déploies. Et sur le test, évidemment, en général, tu donnes quand même un objectif de rentabilité. Tu te dis si notre LTV sur CAC, tu vois, elle est en dessous de ça, abort mission, quoi, tu vois. Enfin, faut quand même... Tu peux te donner des grands ordres de grandeur comme ça pour pas faire n'importe quoi non plus. Mais je suppose que dans votre cas, il y a eu aussi peut-être un sujet d'affinité en termes de culture marketing quand même aussi. De se dire que tu vas sur tel ou tel canal ou tel canal. D'affinité. De quoi D'affinité, par exemple, typiquement, le sujet de l'influence, je prends un sujet parce que moi c'est un sujet que j'aime bien, je maîtrise pas à 100% mais que j'aime bien. C'est un sujet où il y a pas beaucoup de boîtes qui y vont parce qu'en fait il y a besoin d'avoir une affinité, une culture particulière en interne pour comprendre le mécanisme de ça, de l'influence marketing. Si vous avez naturellement été vers ça, c'est parce que devait y avoir, soit c'est peut-être sur le volet people, les gens qui sont chez Lemlist, dans la manière dont vous faites du marketing, qui fait qu'il y a une cohérence naturelle à aller sur ce canal-là. Ou alors tu t'es dit, ou alors c'est pas du tout cette approche-là, et tu t'es dit, ok, on mid-market, l'influence est ultra pertinent parce que telle ou telle hypothèse, et donc du coup on le déploie à next. Encore une fois, tu repars pas de zéro, tu regardes les playbooks des plus belles boîtes qui ont réussi cette transition justement ou qui ont un modèle sales-led depuis le début et qui réussissent super bien. Tu regardes leurs canaux, en général c'est quand même souvent les mêmes. Après ça dépend aussi de tes industries, donc tu regardes aussi
dans ton industrie spécifiquement. Typiquement, je te disais que nous, les events, pas trop. Par contre, l'influence, nous, dans l'industrie sales, c'est quand même assez commun de s'allier des influenceurs sales pour raconter des histoires inspirantes et partager des bonnes pratiques. Donc voilà, on s'est dit des concurrents ou même des boîtes qui sont pas concurrentes mais qui sont complémentaires à l'Emlist et qui sont sales depuis plus longtemps, font beaucoup de choses avec des influenceurs. Il n'y a pas de raison qu'on le teste pas. Et puis, moi, j'aime bien ce canal parce que c'est un canal qui permet de faire de l'acquisition, mais aussi de faire de l'awareness et du branding et de la crédibilité. Donc là où, par exemple, si tu prends le canal des ads, les ads, ça permet quand même de faire de l'awareness parce que tu as de la répétition et de la visibilité de ta marque auprès d'une cible que tu as choisie. Donc et puis, tu peux faire des publicités plus ou moins top of funnel, mais ça reste quand même un canal plus côté acquise que côté awareness et crédibilité. L'influence, je trouve que c'est vraiment un peu au milieu. Donc, en ça, c'est super intéressant. Après, ça demande une certaine culture de boîte quand même, parce que l'influence, typiquement, c'est plus difficile quand même à traquer que l'acquisition. Nous, l'Emlist, on s'est vraiment renforcé d'un point de vue data, attribution. Ces dernières années, était obligé quand tu es à 40 millions d'ARR quand même de savoir un petit peu d'où vient ton revenu et ce qui marche et ce qui marche pas. Mais on a quand même toujours cette mentalité de se dire, on préfère lancer des choses. Tu vois, si j'ai un mois, je préfère que 80% de ce temps soit utilisé à lancer des choses et 20% à traquer que 50% à me faire un modèle parfait pour savoir exactement ce qui fonctionne, parce qu'en fait ce qui compte c'est de lancer des choses et de tester et du coup quand on a lancé l'influence, je crois qu'à la base on n'avait même pas de modèle d'attribution parce que nous on voulait pas mettre de liens traqués pour pas que ça fasse trop promotionnel. C'est un peu une bonne pratique de l'influence et puis il y a beaucoup d'influenceurs qui de toute façon ne veulent pas avoir de liens traqués. On a lancé, on se dit déjà on va regarder l'engagement des posts, on va voir s'il y a un uplift des sign-up les jours où on fait des campagnes d'influence. Et puis petit à petit, on a construit un modèle un peu plus poussé. Et puis maintenant, on a un modèle homemade fait par l'équipe Growth et Data qui nous permet vraiment de manière beaucoup plus certaine d'appréhender l'impact de l'influence, même si c'est pas 100% certain mathématiquement. Mais j'ai envie de dire comme tout dans l'attribution de toute façon. Oui. Donc voilà. Donc, moi, j'entends quand même des boîtes qui se lancent pas parce qu'ils disent oui, en fait, on sait pas. C'est sûr que ça demande un état d'esprit un peu particulier. Ok, franchement hyper intéressant. Il y a sur la partie people, tout à l'heure tu as commencé un tout petit peu à en parler. Ouais. Mais ça ressemble à quoi du coup une équipe marketing qui est dans un modèle hybride entre la partie self-serve et la partie sales-led, ou en tout cas à quoi elle ressemble aujourd'hui, et peut-être sans trop rentrer dans la thématique qu'on abordera à la fin, mais quelle direction tu souhaites lui donner? Alors déjà, je sais pas s'il y a une grosse différence entre une équipe marketing self-serve et sales-led. Alors, il y a des boîtes à qui j'avais parlé il y a quelques temps qui avaient cette double motion, qui avaient fait le pari de diviser en deux leur équipe marketing avec une équipe dédiée à la motion self-serve et une équipe dédiée à la motion sales-led. Mais la plupart qui avaient fait ça ont changé. Parce qu'en fait, je pense que... et après, je serais ravie de discuter avec des boîtes qui ont toujours ce genre de distinction, parce que ça m'intéresse. Mais je pense quand même que c'est compliqué de 100% diviser les deux. Ne serait-ce que si on parle de canal et de distribution, t'as aucun canal qui est 100% dédié à une de tes motions en particulier. Tu vois, les ads, typiquement, ça peut permettre aussi bien d'aller chercher du panier moyen plus petit et du self-serve que de la démo. Tu peux faire des ads, tu vois, pour les founders et aller chercher du sign-up et voilà. Et tu peux faire des ads qui vont plutôt être sur des stratégies d'account-based marketing sur LinkedIn, qui vont te permettre d'aller chercher de la demande de démo sur des personas, peut-être même dans des comptes que tu as déjà où tu as déjà des premières licences. Mais donc, tu n'as pas un canal. Après, tu vois, tu as des canaux qui vont être quand même un peu plus d'un côté de la barrière que l'autre. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on met de l'argent, on essaie quand même plutôt d'aller chercher du coup la nouvelle cible. Mais je trouve que le distinguo, il est difficile. Pareil, quand tu fais du SEO, tu peux te dire, je vais faire des articles qui vont plutôt aller intéresser ma nouvelle cible, etc. Mais dès que tu cibles un intent, et c'est pareil sur Google Ads, tu peux pas 100% t'assurer que ça va être sur ton nouveau persona. Ce qui compte, c'est l'intention, en fait. C'est plutôt de se dire que tu as l'intention d'aller adresser cette audience-là, et après, de toute façon... Si ça fait un 80-20 et que c'est exactement ça se contrôle pas, mais c'est plutôt dans l'intention. Enfin, c'est aligné avec la notion de focus de tout à l'heure.
t'es focus sur l'ICP, donc ton intention, elle est orientée vers telle audience, donc le contenu, le canal, il a cette telle direction. Exactement. Mais tu peux pas faire le split. Et notamment ton messaging et ton positioning. Ça veut dire Ok. que quand on va faire des ads, par exemple, ou quand on va aller chercher des partenariats avec des agences, on va aller chercher des agences qui vont adresser plutôt ce nouveau persona, c'est-à-dire qui vont équiper des équipes commerciales. Et quand on va faire des ads, on va parler de thématiques qui vont intéresser les équipes commerciales. On va utiliser le mot de sales, de quota, de pipeline, qui sont des mots qui peuvent parler à des fondateurs, mais qui sont avant tout faits pour s'adresser à ces équipes-là. Ok, ouais, hyper intéressant. Est-ce que tu as peut-être je sais pas, des problématiques, enfin des sujets sur lesquels tu as un peu buté ces derniers mois, qui te semblent pertinents à partager, qui pourraient être... alors, soit qui te sont arrivés, ou tu as entendu auprès de tes pairs qui sont... Enfin, ou que tu as entendu, pardon, auprès de tes pairs que ça arrive régulièrement dans cette situation? Je pense que la première problématique, on pourra parler de sujet marketing, mais elle est avant tout quand même produit quand tu fais ce genre de changement. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. C'est pas mon cœur de métier, donc j'en parle très rapidement. Mais mine de rien, tu dois rajouter des briques produits qui vont venir adresser des besoins de ta nouvelle cible. Et il faut le faire sans que ton produit ressemble à une plateforme Frankenstein, quoi, et qu'elle devienne trop complexe à utiliser. Donc ça, c'est quand même difficile. Souvent, ça demande d'aller, quand tu vas market, ça demande d'aller aussi plus en profondeur. Nous, par exemple, on a dû très vite aller beaucoup plus en profondeur sur les intégrations CRM. Un founder, il n'en a rien à faire que tu n'aies pas d'intégration très poussée avec Salesforce. En général, il n'a pas Salesforce. Mais voilà, une équipe commerciale dans une belle scale-up, elle va avoir besoin d'être parfaitement intégrée à son Salesforce ou à son HubSpot, voire même d'utiliser l'Emlist sans quitter son Salesforce. Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on a développé récemment parce qu'on s'est rendu compte que c'était un besoin. Donc ça, c'est quand même des vraies problématiques produits qu'il faut adresser très vite à partir du moment où tu as lancé ta machine GTM et que les sales, ils commencent à avoir des démos et que là, ils arrivent, ils disent « Ouais, j'ai un deal, un énorme deal. Par contre, il me faut mon inté CRM. » Bon, là, le produit, il a la petite goutte. Et puis, tu as aussi un sujet de stabilité. Souvent, quand tu vas market, tu as un changement aussi dans l'usage de ton produit. Nous, par exemple, on est passé de founders qui font de la prospection eux-mêmes, mais par ailleurs font 10 000 autres métiers, parce que les fondateurs, ils font tout au début, comme Guillaume, qui faisait du marketing, du produit, du support et de la vente. Et du coup, tu passes d'un persona qui va peut-être se connecter, 2 fois par semaine, à un persona sales qui est tous les jours en train de prospecter, en fait. Et donc, tu as un sujet de stabilité, de pouvoir aussi assurer ce nouvel usage. Ça, pour en avoir parlé avec d'autres boîtes, c'est assez courant que ça arrive et parfois que le produit ne l'anticipe pas. Donc, ça peut être une vraie problématique. Et tu as un sujet de support aussi qui est un peu lié au produit. Mais en général, il faut pouvoir accompagner ce persona qui va avoir des besoins différents, des questions différentes et qui souvent a aussi l'habitude d'être un peu plus accompagné sur sa tool stack qu'un founder qui est un peu habitué à la débrouille, qui va aller parler à son pote entrepreneur et le chatbot, ça va le suffire, il va aller sur l'App Center. Un sales, en général, c'est un peu différent. Donc voilà. Donc ça, c'est plus pour la partie produit support. D'un point de vue aussi global et pas que marketing, je pense qu'il y a un vrai sujet de shift culturel un petit peu dans la boîte. Parce que tu passes sur certains métiers, tu passes d'un mindset ou en tout cas d'un métier où tu avais un impact un peu direct et autonome sur ton business à un business model où tu as une tierce personne qui arrive en fait et ton impact il est lié à cette personne, le sales. Quand tu es sur du PLG, et que tu es au marketing et que tu fais de l'acquisition, c'est 100% de ce que tu fais, entre guillemets, est lié à ce que tu vas faire. Alors certes, après, tu as la partie activation produit, et d'ailleurs, souvent dans les boîtes prosumer et 100% self-serve ou PLG, le marketing est carrément intégré dans l'équipe produit, ça arrive souvent. Et quand tu commences à intégrer des sales et à passer sur un modèle sales-led, en fait, t'es plus directement lié au résultat final. Il y a quelqu'un au milieu, quoi. Il y a le sales. Et d'ailleurs, t'es plus vraiment incentivé sur le revenu que tu vas créer, même si tu le regardes, évidemment, c'est super important, mais ton objectif premier, c'est de créer du pipeline pour le sales. Et après, derrière, c'est au sales de convertir, quoi. Et ça peut être un peu frustrant parce que ça peut être vu comme une perte d'autonomie et de vélocité de la part des équipes produits et growth. Et ça, je l'avais beaucoup entendu, en fait. Et parfois, il y a des gens qui partent. Et d'ailleurs,
nous, chez Lemlist, il y a eu une vague de départ il y a 1 an et demi, 2 ans, et c'est un peu normal déjà, dans une boîte qui a un certain nombre d'années, il y a des fins de cycle, mais aussi parfois il y a des personnes à qui ça convient pas forcément, ce nouveau mindset, qui sont moins intéressés aussi peut-être par ces nouvelles cibles. Ils ont une plus grosse appétence, ouais. Et ouais, voilà. Et puis, et sinon, globalement, chez Lemlist, les gens, ils adorent apprendre. On a quand même une culture de boîte où les gens sont habitués au changement. Donc, globalement, ça s'est très bien passé et les gens ont plus vu comme une opportunité d'apprendre des choses. Mais ouais, c'est un changement culturel qui peut entraîner des frustrations et parfois des départs quand les employés, notamment au produit ou à la growth, n'ont pas envie de s'adapter. Donc voilà. Et côté marketing, je dirais que le principal enjeu, c'est tout ce qui est messaging, positioning et pricing. Okay. Parce qu'en fait, assez vite, il faut adapter tout ça. Et théoriquement, tout le monde est d'accord. Mais quand il faut changer le hero de ta homepage et ton pricing, alors là, ça crie dans tous les sens, tu vois. Et tout le monde a son mot à dire. Et c'est normal. Mais c'est un enjeu d'aligner les équipes sur cette nouvelle vision et de le faire de manière efficiente et en même temps démocratique. Et en même temps, tu peux pas tout faire de manière démocratique. Ouais. Donc ça, je pense que c'est important d'acter avant avec ton steerco qui va prendre les décisions in fine. Nous, les Lemlist, on est une boîte très horizontale, où il y a quand même un ownership assez fort au niveau de chaque équipe. Donc, c'était très clair que le marketing pouvait changer s'il le voulait, le messaging, et que, on ne devait pas passer par 10 niveaux de validation pour changer le hero de la homepage. J'ai connu des boîtes où c'est pas le cas, et en fait, tu peux perdre beaucoup de temps entre la volonté de changer de positionnement et d'adresser une nouvelle cible et l'exécution, parce que justement on attend un consensus qui vient pas, en fait, tu vois. Déjà, c'est difficile de faire des choix de comment tu parles de ton produit auprès d'une cible donnée, parce que tu as envie de tout raconter et tu peux pas tout raconter. Mais alors si en plus il faut renoncer entre guillemets à ton ancienne cible, et ben voilà, ça peut créer des discussions compliquées. Dans ton discours là, si je lis un peu entre lignes, ce que je comprends aussi, parce qu'en fait il y a une certaine logique dans ce que tu dis, c'est le fait, j'ai l'impression que chez Lemlist, vous êtes dans une dynamique vraiment d'action, de faire les choses, d'aller vite. Enfin, en tout cas, plus qu'aller vite, c'est lancer, itérer, voir ce qui se passe et ensuite déployer peut-être plus fortement. Mais du coup, ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi une cohérence de se dire qu'en fait, un pivot comme ça se fait pas du jour au lendemain. On trouve pas la solution. Enfin, toi, le A, on va pas au point Z d'un coup. Ça passe par le fait de tester plusieurs trucs. Et donc, en fait, tu es obligé d'avoir une approche assez véloce. Parce qu'en fait, tu es obligé de tout faire, de tester, de regarder, de pivoter un petit peu. Ouais. D'ailleurs, ça se voit sur l'évolution du pricing des boîtes qui font ce pivot. Ouais, nous, on l'a fait en plusieurs étapes. En général, ce que tu fais, c'est que surtout si tu as un pricing assez classique, good, better, best, ton premier pricing, ça va être celui qui va adresser ta cible historique et qui va permettre, entre guillemets, de satisfaire leurs besoins à un prix qu'ils peuvent encore accepter, parce qu'en général, quand tu vas market, tu augmentes tes prix, parce que tu rajoutes beaucoup de valeur aussi dans ton produit. Et donc, en général, ce que tu fais, c'est que tu rajoutes des nouvelles briques et du coup, tu rajoutes des nouveaux plans qui vont aller cibler ton nouveau persona. Et puis, petit à petit, peuvent se poser des questions. Au bout d'un moment, quand tu rajoutes beaucoup de valeur dans ton produit, il faut aussi revoir ton plan. Qu'est-ce que tu fais de ton plan legacy ? Ça, c'est des questions qu'on est en train de se poser en ce moment. Est-ce que ça raconte aussi, finalement, l'histoire que tu as envie de raconter ? Est-ce que ça sert ton nouveau positionnement d'avoir cet ancien plan ? Donc ça, c'est des discussions qu'il faut être prêt à avoir et il faut être prêt à prendre des décisions difficiles aussi, je pense. Et voilà, et oui, t'as raison, on est une boîte où on aime aller vite. Je pense que, tu sais, on dit souvent que les valeurs d'entreprise, elles viennent des fondateurs. Nous, on a redessiné nos valeurs fondatrices de Lemlist il y a 1 an. Et sur les 5 valeurs qu'on a validées, il y en a 3 qui clairement, c'est Guillaume Moubèche, quoi. Okay. Et notamment, la première, qui est, je pense, la valeur la plus forte de Lemlist, c'est ce qu'on appelle le get shit done. Et c'est vraiment, on est dans l'action, on fait et on accepte le revers de la médaille, qui est que souvent tu vas faire des erreurs, parce que peut-être que si t'as pas réfléchi, tu vois, autant de temps que tu aurais pu le faire, oui, peut-être que tu vas faire des erreurs, mais c'est aussi en faisant des erreurs que tu vas apprendre, et c'est en faisant de l'action que tu vas créer de la valeur et apprendre des choses. Donc voilà, nous, c'est notre parti pris, mais je pense que ça aide, quand tu fais des shifts comme cela, d'être quand même dans l'action et de tester des choses. Ce qui est intéressant sur cette partie, c'est je pense que la réflexion qu'on peut avoir aussi de l'extérieur, c'est de se dire quand on adresse une audience upmarket, on est face à une audience qui est potentiellement un peu plus exigeante, ou j'en sais rien, où les attentes sont un peu différentes, et donc du coup on a besoin de prendre plus de pincettes, d'être un peu plus
précautionneux. Enfin, peut-être que le cas Lemlist est un cas à part, mais moi je suis assez. Je partage bien ce que tu racontes. Donc peut-être que finalement, en fait, c'est un biais cognitif, c'est un biais qu'on a de se dire qu'il faut absolument faire le truc plus propre parce que c'est upmarket, alors qu'en fait, ce qu'il faut juste, c'est peut-être aller vite, trouver les bonnes approches. La deuxième valeur, c'est quand même deliver waouh. Donc on pourrait se dire oui, mais c'est antinomique. En fait, on veut toujours se dire on fait pas pour faire. Par contre, quand on décide de faire quelque chose, il faut que ça ait un impact waouh et on le fait vite. Ça veut dire que avant de délivrer ta limousine, tu peux livrer une voiture un peu plus petite, mais il faut quand même que cette voiture, elle te permette d'aller là où tu veux aller et qu'il y ait un minimum de confort, quoi. Donc, oui, quand tu vas upmarket, tu peux pas faire n'importe quoi, mais je pense que même quand tu as une cible founder, tu peux pas faire n'importe quoi, en fait. Tu es censé avoir un produit qui délivre sa valeur. Donc, je pense pas que ça veut dire... c'est pas parce que tu vas upmarket qu'il faut un meilleur produit. Il faut juste un meilleur produit pour ta cible. Et en général, ça demande quand même effectivement plus d'exigence dans ton accompagnement, plus de profondeur, encore une fois, dans ton produit. Est-ce que ça veut dire qu'il est meilleur ? Je sais pas. En tout cas, ça veut dire qu'il est assez bien pour cette cible et il est adapté à cette cible. Ok. Alors, on en a parlé un petit peu après, donc on va pas refaire toute la partie, mais il y a un sujet brand qui est quand même assez important et sur lequel, en plus, toi, tu as un regard... c'est un sujet que tu apprécies, sur lequel tu as beaucoup travaillé. Est-ce que... peut-être me dire me partager un peu ton retour dans cette nouvelle approche go-to-market, un peu le rôle de la brand, c'est quoi avec ton regard ? En fait, qu'est-ce que c'est que la brand déjà ? Pour moi, la brand, c'est... Comment tu mesures ça ? Alors, quand tu es une grosse boîte, tu vois, consumer, tu vas faire des surveys de notoriété. Ouais, exactement. Quand tu es une boîte SaaS, c'est quoi concrètement la brand ? C'est la part de ton acquisition qui vient de ta notoriété et des gens qui vont venir directement te chercher. Donc, très concrètement, c'est les gens qui tapent Lemlist et qui vont sign up, soit en self-serve, ou encore une fois, soit faire une demande de démo, directement en venant sur notre site. Et ça, en fait, c'est hyper important parce que entre une marque qui a 20% de son acquisition qui est naturelle, organique, et une marque qui a 80% de son acquisition qui est naturelle, organique, je te fais pas un dessin, il y en a une évidemment qui est beaucoup plus rentable et qui est un peu plus sereine sur son avenir. Donc évidemment que la marque, c'est super important parce que c'est ce qui assure la rentabilité et la pérennité de ton acquisition. Maintenant, encore une fois, on en a déjà parlé, mais quand tu changes de cible, il faut la recréer, cette brand. Donc, c'est important d'investir dès le début pour créer cette brand, mais tu sais que ça va prendre du temps avant de se refléter dans les chiffres. Donc nous, si tu regardes le pourcentage il y a 1 an de démos qui venaient de la brand, c'était assez faible parce que finalement, le gros de l'acquisition qui venait de la brand servait l'ancienne motion, le self-serve. En 1 an, on a doublé le nombre de démos qui viennent de la brand. C'est quand même la preuve que les investissements qu'on a faits sur du contenu, de la visibilité, de la crédibilité commencent à payer. Et du coup, ça veut aussi dire, encore une fois, que tu es obligé, le temps que la brand elle prenne le relais sur ton nouveau persona, tu es obligé quand même d'aller chercher des leviers, du coup, qui sont des leviers payants et ou de l'outbound pour aller chercher cet autre persona. Mais ce qui est intéressant, c'est que la brand, elle vient aussi accélérer la productivité de tes leviers payants et de ton outbound. Parce que quand tu as une marque plus forte, ton taux de conversion de tes campagnes d'advertising, il est bien meilleur. Et pareil, ton taux de reply, il est bien meilleur en outbound. Dans mon ancienne boîte, on avait beaucoup d'acquisitions qui venaient de l'outbound. Donc, à chaque fois qu'on ouvrait un nouveau marché, on recrutait des BDR et on lançait de l'outbound. On voyait bien que sur des marchés où il n'y avait pas encore de brand awareness, le taux de reply rate des campagnes des BDR et globalement, le taux de conversion de ces campagnes était bien plus faible. Et c'est tout à fait normal, en fait. Un commercial qui fait du call et qui appelle ses prospects et 80% de ses prospects connaissent pas sa marque, il va pas avoir le même résultat qu'un prospect qui « Ah oui, j'ai entendu parler de vous et d'ailleurs, j'ai un ami qui utilise votre solution. » Forcément, ça change tout. Et puis, quand tu commences aussi à avoir une marque installée, ça veut souvent dire aussi que tu as des proof points sur lesquels le marketing peut travailler, des bonnes reviews sur G2, des customer stories, que tes sales peuvent évidemment utiliser pour créer de la réassurance. Hyper intéressant. Moi, la difficulté que j'ai sur ce sujet-là, c'est que j'ai beaucoup de mal intellectuellement à faire la différence entre en fait les actions brand et les actions autres, parce que je trouve que la connexion est... Et toi, tu le disais tout à l'heure, oui. le paid, partnership, influence, etc. En fait, quand tu fais une action
sur l'un de ces canaux, pardon. Bien sûr, t'as En un fait, effet halo. T'as un effet qui est halo, tu vois. Donc c'est hyper dur de faire la différenciation entre les deux. Mais ok, hyper intéressant. Peut-être du coup, même si on a tout à l'heure, tu as pas mal partagé un petit peu les leviers, etc. Est-ce que toi, tu as peut-être pour des personnes qui souhaiteraient, qui sont dans cette situation-là, qui n'ont pas peut-être le même niveau de maturité sur les sujets brand, parce qu'en interne, il faut défendre la thématique, etc. Est-ce que tu aurais des recommandations ou des retours d'expérience qui ont très très bien marché pour l'Emlist et qui te semblent être intéressants à réutiliser ailleurs ou qui peuvent être soit des retours concrets de campagne ou alors une approche brand qui a hyper bien fonctionné pour vous? Il y a une grosse dimension employee advocacy chez l'Emlist. Est-ce que celle-ci, ce serait la première? Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Alors déjà, disclaimer, faire de la brand, c'est quoi en général? C'est ce qu'on appelle faire de la demand generation. C'est aller éduquer ton marché, créer de la crédibilité de marque, apporter de la valeur avant de chercher à en créer pour ta propre boîte. Quand tu te lances et que tu es une boîte pas ultra mature et que t'as pas forcément un budget énorme et que peut-être tu viens, je sais pas, t'as fait ton seed et t'as besoin très vite d'avoir des résultats, que t'as un runway illimité, mon conseil, ça va pas être de faire des podcasts et de l'advocacy, tu vois. Je vais te dire, non, fais du marketing plus bottom of the funnel, va chercher tes prospects qui sont prêts à être convertis si t'es sur un marché un minimum mature. Donc attention, il se trouve que l'Emlist, c'est une success story qui est beaucoup portée par la brand et par Guillaume Moubèche au début, mais c'est pas forcément un playbook facile à répliquer, ni qui doit être répliqué comme ça pour tout le monde. Je pense que c'est important de le dire. Maintenant, ce qui a fonctionné pour l'Emlist, je pense que c'est quand même... comme c'était une boîte bootstrap et que Guillaume n'avait pas beaucoup d'argent, il a quand même fait des choses qui, à la base, ne demandent pas énormément de budget. Et donc ça, je pense que c'est peut-être pas faire tout ce qu'il a fait, ce qu'il a fait beaucoup, les podcasts, la communauté, LinkedIn Advocacy, mais choisir peut-être un de ces canaux comme un pari, entre guillemets, et de le runner en parallèle de tout le reste qui va plutôt servir une acquisition court terme. Ça peut être, je pense, un bon pari. Et après, ça va dépendre de ton marché, de où est ton audience et de quel type de contenu elle aime consommer. Il y a des audiences qui vont écouter beaucoup de podcasts, il y a des audiences qui vont aller sur des events, il y a des audiences qui vont être sur LinkedIn. D'ailleurs, tout le monde n'est pas sur LinkedIn parce qu'on parle beaucoup de LinkedIn parce que c'est un levier très important pour l'Emlist. Voilà, si on est... Enfin, il y a des boîtes... j'ai une boîte qui venait d'intégrer l'équipe marketing d'une boîte dans la santé. A priori, tous les décisionnaires dans la santé n'étaient pas tous très actifs sur LinkedIn. Je pense qu'on est biaisé par notre écosystème. On est complètement biaisé par notre écosystème tech. Je bosse avec La Redoute et La Redoute Business, il n'y a que 10% de l'équipe qui est exactement. Donc, active sur voilà, si tu vends un ATS à destination des équipes tech, oui, je pense que quasiment tous les HR des boîtes tech sont sur LinkedIn. Donc, ça peut être un très bon pari de faire de l'advocacy. Et ça, pour le coup, si tu as les bonnes personnes en interne, je pense que c'est un des meilleurs paris à faire parce que ça devient quand même assez vite rentable et en plus ça sert ta crédibilité de marque, ton acquisition au bout d'un moment et aussi ton employer branding, ce qui est quand même hyper important, parce qu'on en a parlé au début, le succès d'une marque c'est quand même avant tout les talents qu'elle va réussir à embaucher et avoir des personnes en interne qui prennent la parole sur LinkedIn, attention 90% de manière non promotionnelle, en apportant de la valeur, en faisant du building public comme le faisait Guillaume, ça veut dire raconter les dessous de ce qui se passe dans l'entreprise, les backstage, ça a beaucoup de valeur et ça demande pas d'argent, alors ça demande un petit peu de temps, effectivement, mais je pense qu'il faut avant tout avoir cette liberté d'esprit de se dire on raconte des choses, on n'a pas peur de partager des chiffres, des recettes de succès. Parfois les gens ils disent ah mais si on raconte ce qui a marché pour nous, nos concurrents ils vont venir, ils vont tout faire pareil. Donc c'est aussi souvent pour ça que les boîtes prennent pas la parole sur LinkedIn ou autorisent pas leurs employés à le faire, ou à l'inverse autorisent pas les employés à raconter ce qui a pas marché. Ah bah ouais mais si on raconte ce qui a pas marché, ça va nous desservir, ça va enlever de la crédibilité. Si tu fais que de la prise de parole pour raconter ce qui va bien dans ton produit, et voilà tu parles de toi et de manière ultra positive, c'est de la pub en fait, tout le monde s'en fout, donc ça sert à rien. Voilà, si tu as la culture de boîte qui te permet de lancer un programme d'advocacy et que tu as des gens qui ont envie de le faire, moi je pense que et que ton audience est sur LinkedIn, je pense que c'est vraiment le premier levier que je conseillerais d'investiguer. J'adore. Ce qui est assez marrant avec ce sujet, c'est que aussi, en fait, on est un peu biaisé parce que
on a un niveau de sensibilité à la thématique qui est très forte. Même si je trouve que petit à petit, il y a de plus en plus d'entreprises que moi je qualifie un peu plus traditionnelles, qui commencent à se sensibiliser à cette thématique. Mais c'est évident que le passage de la compréhension théorique au passage à l'action, le gap est difficile, et notamment, alors je peux pas rentrer dans le détail, je peux pas trop rentrer dans le détail, mais c'est évident que la discussion du nous on peut pas partager ça parce que ça, moi je l'ai eu il y a 2-3 semaines. Et ça arrivera encore pendant quelques mois, et du coup ceux qui auront, je sais pas si c'est le courage, l'audace ou l'envie d'aller sur ça, ils auront un avantage concurrentiel. Ça paraît, ok, trop intéressant. Et tout à l'heure t'en as parlé, t'as teasé un peu, et j'aimerais bien qu'on aille sur cette partie. En off, tu m'as parlé de ta vision sur la notion d'expertise-led content. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le pari que tu fais un peu sur cette approche ? En fait, ça part d'un constat qui est que 90%, enfin, j'ai pas le chiffre, tu vois, mais la majorité des équipes marketing... On peut dire 90, ça me va. Ouais, des équipes marketing, chiffre que je viens d'inventer, ne ciblent pas des équipes marketing B2B. Ouais. Donc, en gros, ne ciblent pas elles-mêmes, quoi. Les 10% qui se ciblent elles-mêmes, je sais pas si t'es marketing chez HubSpot, ont bien de la chance, parce que ça veut dire qu'elles connaissent parfaitement leur persona et qu'elles peuvent utiliser leurs propres opérations pour apporter de la valeur sur le marché, raconter des choses éducationnelles intéressantes, documenter ce qu'elles font, etc. Le problème, c'est que quand tu fais partie du 90% restant, que tu as un marketeur qui va marketer auprès de CFO, par exemple, tu vas quand même assez vite être limité dans ce que tu peux raconter. Parce qu'à un moment, tu n'as pas la connaissance métier. Alors oui, avec l'IA, aujourd'hui, on peut faire des choses, mais justement, je trouve que l'IA a commoditisé le contenu un peu average et un peu fluff, un peu vide, quoi. Et que ce qui fait la différence aujourd'hui, justement, c'est le contenu qui va dans le détail, qui va dans la profondeur du métier, qui va partager des chiffres, des anecdotes. Et ça, l'IA peut pas le faire, à moins que tu lui donnes la connaissance. Et dans ces cas-là, elle va te permettre de retranscrire les choses de manière intéressante. Tout le sujet, il est justement d'avoir cette connaissance métier, cette expérience. Et donc, je pense que c'est ça qui fait la différence dans le contenu que va produire une marque, que ce soit pour des blog posts, des webinars, une masterclass sur YouTube. C'est d'avoir cette connaissance métier, et au-delà d'avoir cette connaissance métier, souvent aussi d'avoir la bonne personne pour l'incarner. Et typiquement, avoir un webinar à destination des sales qui s'ouvre avec une marketeuse qui dit « Bonjour, je suis la responsable de contenu de telle boîte », c'est pas pareil qu'avoir un mec qui ouvre en disant « Ouais, salut, moi je suis le sales leader et je parle de sales à sales, en fait. » Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un besoin de ramener de l'expertise dans les équipes marketing pour avoir de la connaissance métier, donc un contenu intéressant, et aussi la crédibilité pour l'incarner, ce contenu, et aussi aller chercher dans l'écosystème autour des personnes qui vont pouvoir aussi prendre la parole. Donc typiquement, nous, Lemlist, on va chercher des influenceurs. Encore une fois, on a demandé à des clients de publier des playbooks sur leur hack un petit peu outbound qui ont cartonné sur LinkedIn, parce que les sales, et de manière générale, tout le monde est friand de savoir ce que font leurs pairs, qu'est-ce qui marche pas. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut recruter des experts métiers dans les équipes marketing qui sont l'équivalent de l'audience que tu vas adresser. Et en fait, un truc qui m'a donné cette conviction, c'est une petite anecdote, mais j'étais sur LinkedIn et j'ai vu une fintech américaine qui avait repost le post d'un CFO qui disait qu'il avait quitté la finance pour rejoindre l'équipe marketing de cette fintech. Et ça, je trouve ça génial. Et je me suis dit, attends, si un mec dans la finance rejoint l'équipe marketing pour aller marketer à d'autres CFO, pourquoi nous, on pourrait pas recruter un sales ? Et la réalité, c'est que Lemlist avait quand même déjà commencé à faire ce pari. On avait notamment sur notre chaîne YouTube Tal, qui est un sales de chez Lemlist, qui avait créé beaucoup de contenu à destination des équipes commerciales. Mais le problème, c'est que Tal, c'est un sales. Donc, il a un quota. En plus, là, il a une équipe
maintenant. Donc, il est super sympa et il nous aide de temps en temps au pied levé, mais c'est pas son objectif premier. Donc, ça nous suffit pas, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé un job que j'ai appelé... au début, je l'avais appelé Sales Content stratégiste, mais en fait, ça attirait pas trop les foules. Okay. Et du coup, je l'ai appelé From AE to Sales Influencer. Et ça a beaucoup mieux marché en in-demand. Parce que je pense que les sales, ils ont peut-être envie de shiner un peu plus, je sais pas. Mais c'était la même job desk. et là, ça y est, on a recruté un top profil qui va nous rejoindre en janvier. Et donc, j'espère nous aider à produire beaucoup plus de contenu plus qualitatif à destination des équipes commerciales. Donc là, ça veut dire, si on résume ça veut dire que la vision, c'est d'avoir un profil expert métier qui intègre l'équipe marketing. Ouais. Et qui a pour activité principale de produire du contenu adapté à cette nouvelle audience. Et d'aller activer un écosystème pour relayer ce contenu et ou apporter de la connaissance. Parce que la connaissance, ça vient pas que de cette personne, si tu veux, tu vois. Ouais, bien sûr. Et alors là, je fais le relou, mais il y a une opportunité du coup de renouveler l'approche community chez vous ou pas? Franchement, peut-être. Hein. Parce que si tu prends quelqu'un qui a une approche métier experte et qui recrée un écosystème, on y est presque. On en reparlera, Jo. On en reparle dans 6 mois. Non, mais c'est hyper intéressant. Donc du coup, mais alors, tu le vois uniquement... La question que je me pose, c'est là, tu le vois pour l'Emlist. Est-ce que tu penses que c'est une approche qui peut fonctionner pour d'autres entreprises avec... Et est-ce que c'est notamment B2B lorsqu'on est sur des métiers relativement complexes, ou est-ce que même s'il n'y a pas de complexité, ça a du sens? Alors, ça a encore plus de sens quand tu es sur des métiers complexes. Je pense notamment au fintech. Franchement, je pense que... Ou alors même quand tu marketes à des CTO, par exemple. Ouais. Je pense que là, c'est sans doute le meilleur exemple. T'imagines, alors ça, bonne chance pour le trouver. Je pense que c'est encore plus dur que trouver un sales qui veut faire du marketing. Trouver un tech qui a envie de faire du marketing, mais ça doit pouvoir se trouver. Il doit en avoir quelques 4 ou 5. Ouais. Non, mais tu vois, c'est génial. Ça veut dire que tu peux vraiment créer du contenu hyper poussé, hyper expert. Et au-delà de ça, tu vas apporter une flavor. Je suis désolée, j'utilise plein d'anglicismes, c'est terrible. Voilà, un angle qui va parler à cette cible, en fait. Tu connais les pains, en fait, quand tu as fait le métier, et tu connais les frustrations. Tu peux deviner, tu peux parler à des users, tu peux parler à l'équipe qui incarne ton audience au sein de ton entreprise. C'est pas pareil qu'avoir quelqu'un full-time dans ton équipe. Et je terminerai d'ailleurs par dire que le problème avec ça, tu pourrais te dire, ok, mais au bout de 6 mois, ce sera plus du coup un expert métier, puisque ça fera 6 mois qu'il fait du marketing. Et donc, j'ai une autre conviction, c'est qu'il faut que cette personne continue, d'une manière ou d'une autre, à exercer un peu son métier quand même en parallèle. Et donc, nous, par exemple, on s'est mis d'accord avec ce sales qu'il aurait des objectifs quand même d'outbound et des objectifs de prospection commerciale. Et il va utiliser l'Emlist et il va closer des deals, en fait. Et parce que... Alors, par contre, il n'aura pas de quota, parce que je veux pas qu'il ait la pression et je veux qu'il mette la priorité sur le contenu marketing. Mais je veux qu'il continue à expérimenter le terrain, à apprendre et aussi qu'il puisse documenter tout simplement ce qu'il fait, en fait. Et comment il utilise lui-même l'Emlist. Et donc, voilà, je pense que si tu es une équipe marketing, voilà, cette fintech qui a recruté ce finance guy, je pense que c'est important qu'il continue à mettre les mains dans la finance et qu'il puisse dire, ah, nous, on a eu telle problématique, on a dû switcher de tel tool à tel tool, voilà ce qu'on a fait, etc. Voilà, je pense que c'est quand même important que cette personne, elle reste crédible et elle reste au fait de ce qui se passe, en fait. Ah ouais. Enfin, important et même nécessaire, parce que l'effet crédibilité, en fait, il dure 3 mois, ensuite c'est terminé. Ouais, l'effet crédibilité et expertise, en fait, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais plus quelque chose, tu sais plus le faire, quoi. Hyper intéressant. Est-ce que du coup, on reprend rendez-vous et on se fait un point dans 6 mois pour que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé? Ah, je croyais que tu voulais me vendre ta communauté. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, on en reparle dans 6 mois. J'espère que ce sera une belle histoire à raconter. Trop bien. Bah écoute, Domitille, c'était un super épisode. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Merci pour ta présence. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était trop cool. Merci à toi. Et bah merci, puis à très vite. À très vite.